Un chiffre pour commencer, et il est assez vertigineux. 59% des personnes qui sortent de prison sont recondamnées dans les 5 ans. Ah oui, c'est énorme. C'est plus d'une personne sur deux. Et ce chiffre, il pose une question terrible. La prison, est-ce que ce n'est qu'une porte tournante? Juste un temps mort avant la prochaine peine. Hmm. Alors, comment on fait pour transformer ce temps, qui est souvent vu comme une impasse totale, en un vrai tremplin? C'est le défi immense que tente de relever une agence française, assez méconnue mais franchement fascinante. Oui, tout à fait. Et c'est sur cette agence qu'on va se pencher aujourd'hui, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, ou ATIGIP pour faire plus court. ATJ. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cette structure, qui est un peu le bras armé du ministère de la Justice sur ces questions, essaye de changer les choses en profondeur. L'idée, c'est de faire de la peine non plus seulement une punition, mais un vrai levier de réinsertion. D'accord. Et pour explorer ça, on s'est appuyé sur des documents internes de formation qui détaillent toute leur stratégie, de la création de l'agence jusqu'à ses projets les plus futuristes. D'accord. Alors, plongeons dedans. Les sources expliquent que tout part d'un triple constat. Le premier, c'est une évidence, hein, il faut lutter contre cette fameuse récidive. Et là, le document est formel. Le meilleur rempart, le facteur numéro un qui empêche de replonger, c'est d'avoir un travail. C'est vraiment le socle de tout. Le deuxième constat, c'est la volonté de redonner du sens à la peine, surtout pour les délits moins graves. Mhm. L'idée, c'est de sortir du réflexe du tout carcéral et de privilégier des peines qui sont concrètement utiles à la société. Et le troisième? Et le troisième constat, c'est sans doute le plus révolutionnaire dans l'approche, il fallait absolument professionnaliser le travail en prison. Qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser? Parce qu'on a un peu l'image d'atelier occupationnel juste pour passer le temps. Exactement. C'est ça l'idée, c'est de passer de ça, du travail comme simple occupation, à une logique où le travail en détention devient une brique d'un parcours qualifiant, Ah oui, une vraie étape pour se reconstruire un avenir professionnel. C'est un changement total de philosophie en fait. On ne considère plus la personne détenue comme un prisonnier qu'il faut occuper, mais comme un travailleur en devenir. un travailleur en devenir. Cette formule, elle est au cœur de tout ce que fait l'agence. C'est puissant comme formule. Ça change toute la perspective. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut peut-être revenir un peu en arrière. D'où vient cette agence? Alors, c'est une histoire assez récente. L'agence a été créée officiellement fin 2018. D'accord. Mais l'idée, elle germe un an plus tôt, d'une volonté politique assez forte affichée par Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est que l'impulsion a été donnée par le garde des Sceaux de l'époque, mais sur la base de deux rapports clés. Lesquels? L'un venait d'un député, Didier Paris, donc une approche, on va dire, très institutionnelle, et l'autre d'un entrepreneur, David Layani. Un entrepreneur pour penser la prison? C'est un mélange intéressant. C'est ça qui est révélateur. On a tout de suite voulu une double approche, la vision de l'État et puis la logique du monde de l'entreprise, l'efficacité, l'innovation. D'accord. Et un des tout premiers chantiers, ça a été de s'attaquer à un outil qui existait depuis longtemps, mais qui était, disons, sous-utilisé. Le fameux TIG, le travail d'intérêt général. Le TIG, oui, on en entend souvent parler. Pour rappel, c'est une peine qui consiste à faire des heures de travail non payées pour une association ou une collectivité. C'est ça. Mais on a l'impression que c'est une mesure qui existe depuis toujours. Qu'est-ce que la TIGIP a bien pu inventer pour moderniser ça? Eh bien, ils ont fait ce qu'on pourrait appeler une révolution numérique. L'innovation majeure, elle s'appelle TIG 360 degrés. C'est une plateforme en ligne qui a tout changé sur le terrain. Ah oui, parce qu'avant, j'imagine que c'était un vrai casse-tête administratif pour trouver une place de TIG, non? Des coups de fil, des tableurs Excel, la galère, quoi. Un parcours du combattant. Pour le juge qui prononçait la peine et pour le conseiller d'insertion qui devait la mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec TIC 360 degrés, ce conseiller il peut ouvrir une carte, un peu comme sur Google Maps, Mhm. et voir en temps réel toutes les places de TIC disponibles autour de lui, avec les compétences requises, les horaires. Il peut postuler pour la personne en un clic. Ah, ça change tout. Ça rend la peine immédiate, concrète et beaucoup plus pertinente. Ça change tout en termes de réactivité, c'est sûr. Mais une plateforme, aussi bonne soit-elle, ne sert à rien s'il n'y a personne en face pour proposer des missions. Absolument. Et c'est l'autre grande force de la TIGIP, avoir su tisser un réseau de partenariats très très dense. Les sources citent des grands noms comme la SNCF ou Keolis, des associations comme les Restos du Cœur. D'accord. Mais il y a un partenaire dans la liste qui m'a vraiment surprise. Lequel? La Direction générale des finances publiques, les impôts. Attendez.
La DGFiP, les impôts, c'est le dernier endroit où j'aurais imaginé qu'on puisse faire un TIG. Ça casse complètement le cliché du TIG où on ramasse des feuilles dans un parc. Exactement. On peut imaginer des missions d'archivage, de saisie de données. Ça permet d'acquérir des compétences de bureau, une première expérience dans l'administration. C'est une bonne idée. Ça montre d'eux la volonté de diversifier les missions pour qu'elles correspondent à tous les profils. Et pour gérer tout ça, l'agence s'appuie sur un maillage du territoire avec des référents sur le terrain qui sont le lien direct entre les tribunaux, les assos et la plateforme. D'accord. Donc l'agence a modernisé le travail en dehors des murs. Mais elle s'occupe aussi de ce qui se passe à l'intérieur, en gérant directement des ateliers de production dans les prisons. C'est son deuxième grand pilier, le service de l'emploi pénitentiaire. Ce service existait avant, mais la TIGIP lui a donné une nouvelle ampleur, une nouvelle ambition. Elle gère ses ateliers comme une véritable entreprise, avec sa propre marque. D'accord. On y fabrique des choses très concrètes, du mobilier de bureau, des uniformes, mais aussi des prestations de services plus modernes, comme la numérisation de documents pour des clients publics ou privés. C'est là qu'on retrouve cette idée du travailleur en devenir. On n'est plus dans l'occupationnel, on est dans de la vraie production. Et pour valoriser cette production, ils ont créé un outil franchement génial, un label qui s'appelle PEPS. PEPS. Oui, pour Produits en prison. Il a été lancé en 2020 et le document précise bien qu'il s'agit d'une première mondiale. Une première mondiale. Vraiment. Ouais. Mais c'est énorme comme information. On imagine souvent la France un peu frileuse sur ces sujets, et là, on serait à la pointe. Qu'est-ce que ça change concrètement, ce label, au-delà du logo sur un produit? Ça change 3 choses. Pour la personne détenue d'abord, c'est une immense source de fierté. Son travail est reconnu, labellisé, vendu. C'est une façon de regagner de l'estime de soi. C'est clair. Ensuite, c'est une garantie. Ce label assure que le produit a été fabriqué dans des conditions dignes, avec une rémunération, dans une démarche d'insertion. D'accord. Et enfin, pour la société, ça change le regard sur la prison. On n'achète plus un produit de prisonnier, on achète un produit PEPS qui porte un projet de réinsertion. C'est un basculement complet de l'image. Est-ce qu'on a des exemples de produits labellisés PEPS, pour que ce soit plus concret? Oui, et ils sont très parlants. Il y a par exemple des sacs en coton bieux qui sont cousus au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Mais l'exemple le plus bluffant, je trouve, c'est celui de l'association Côte Phénix à la prison de Melon. Là-bas, des détenus sont formés pour devenir développeurs web et ils créent de vrais sites internet pour de vrais clients avec le label PEPS. Développer des sites web en prison. Mais comment c'est possible techniquement? Ils ont accès à Internet? Ça soulève plein de questions de sécurité, non? Bien sûr, et c'est un défi immense. L'accès ultra sécurisé, sur des réseaux fermés, sans accès libre au web. Tout est très, très encadré. J'imagine. Mais ça montre qu'on ne se contente pas de former à des métiers d'hier. On parie sur des compétences de pointe, très recherchées sur le marché du travail, pour que la personne ait un vrai avantage à sa sortie. C'est impressionnant. Mais proposer du travail, c'est une chose. Comment s'assurer que ça s'inscrit dans un vrai parcours, que ce n'est pas juste une parenthèse? C'est là qu'intervient l'accompagnement. En partenariat avec l'AFPA, l'Agence pour la formation des adultes, la TGIP a généralisé des entretiens socio-professionnels dès l'arrivée en détention. Dès le début. Oui, l'objectif, c'est de faire un diagnostic immédiat des compétences de la personne. Même les compétences informelles. Quelqu'un qui a fait de la mécanique au black toute sa vie, ça reste une compétence qu'on peut valoriser et transformer en diplôme. Et pour que tout ce parcours, toutes ces compétences acquises, ne s'évaporent pas à la sortie, j'ai vu qu'ils avaient aussi développé un outil numérique. Oui, la plateforme iPro 360 degrés. C'est le pendant de TIG 360 degrés, mais centré sur l'individu. La source le décrit comme un coffre-fort de compétences numériques. Un coffre-fort de compétences. J'aime bien l'image. C'est ça. La personne peut y stocker ses diplômes, les certificats de formation obtenus en prison, ses expériences. Pour qu'à sa sortie, elle ne reparte pas de zéro. Elle a un portfolio, un CV prêt à l'emploi pour prouver ce qu'elle sait faire. Ça semble tellement simple, mais c'est fondamental quand on pense à l'impact psychologique pour une personne qui sort non pas seulement avec la mention de son casier judiciaire, mais avec un portfolio de compétences concret. Le changement de posture doit être énorme. C'est tout l'objectif. Et tout ça nous amène au projet qui est peut-être la synthèse la plus aboutie de cette nouvelle philosophie, le programme INSER. Insérer, comme le verbe insérer, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Aucun.
C'est un acronyme pour innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi. D'accord. En gros, il s'agit d'expérimenter ce que pourrait être la prison de demain. 3 sites sont en cours de développement, à Arras, Toul et Donchéry. Et le concept est radicalement différent de ce qu'on connaît. En quoi est-ce si différent? Il y a 3 piliers. D'abord, ce sont de toutes petites structures, 100 à 120 places maximum. Et le détail architecturel qui tue, il n'y a pas de mirador. Sans mirador. Mais alors, Une prison. Qu'est-ce qui empêche les gens de partir? ça repose entièrement sur la confiance et le volontariat. Exactement. Les personnes sont sélectionnées sur la base du volontariat et de leur projet de réinsertion. L'idée est de créer un environnement de travail et de confiance qui soit tourné vers l'extérieur et connecté aux entreprises du coin. Hmm. Le deuxième pilier, c'est le 100% d'activité. Chaque détenu s'engage, par contrat, à être en formation ou au travail à temps plein. L'oisiveté, qui est le grand mal des prisons traditionnelles, est structurellement impossible là-bas. Et le troisième pilier? C'est celui de la responsabilisation, mais poussé à l'extrême. Les détenus gèrent eux-mêmes de nombreux aspects de la vie quotidienne. La préparation des repas en commun, l'entretien des locaux. D'accord. On les met dans une situation qui se rapproche de ce qu'ils vivront à leur sortie, que ce soit en entreprise ou dans un foyer. C'est fascinant. On est à mi-chemin entre un centre de formation, une résidence d'entreprise et une prison. C'est un changement culturel complet. Pour donner une idée de l'échelle de la TGP, on a quelques chiffres. Oui, et ils sont massifs. L'agence gère plus de 42 000 places de TIG et elle collabore avec 16 000 organismes d'accueil. 16 000! Oui, elle est dirigée par Albin Heumann et elle compte plus de 250 agents, dont la majorité n'est pas dans des bureaux à Paris, mais sur le terrain, dans les ateliers, au cœur des prisons. Un point que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la façon dont ils essaient d'attirer des entreprises privées pour qu'elles installent leurs propres ateliers de production dans les prisons. C'est un axe stratégique. On les appelle les entreprises concessionnaires. L'intérêt est double. Pour l'entreprise, c'est une façon de remplir ses objectifs de RSE, de responsabilité sociétale, tout en ayant accès à une main-d'œuvre disponible et motivée. Et pour les détenus? Pour les détenus, c'est une chance unique de travailler pour une vraie entreprise, avec ses méthodes, ses exigences de qualité, son rythme. C'est la meilleure préparation possible au monde du travail. Bien sûr, c'est une bonne chose d'attirer des entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, à terme, de créer une main-d'œuvre captive et à très bas coût qui pourrait faire une sorte de concurrence déloyale aux travailleurs à l'extérieur? C'est une question légitime et c'est un point de vigilance. La rémunération du travail en prison est encadrée par la loi. Elle est certes plus faible que le SMIC, mais elle est définie par un pourcentage de celui-ci. Le but de la TGIP n'est pas de créer une zone de production low cost, mais de s'assurer que les conditions de travail sont formatrices et respectueuses. D'accord. Le label PEPS, d'ailleurs, est un des garde-fous contre cette dérive. L'idée est de créer des ponts, pas des ghettos économiques. Des ponts. C'est aussi ce qu'ils essaient de faire avec les plus jeunes. J'ai vu une mention du Service national universel, le SNU. Oui, c'est une ouverture plus récente. Il s'agit de sensibiliser les jeunes volontaires du SNU au métier de la justice et à ses enjeux de réinsertion. C'est une manière de décloisonner, de montrer que la justice n'est pas un monde à part, mais qu'elle est au cœur de la société et que chaque citoyen peut s'y engager. Si on fait le bilan de tout ça, il y a une formule dans les documents qui résume parfaitement le mouvement de fond. Elle dit que la TGIP incarne le passage d'une justice de punition-exclusion à une logique de sanction-insertion. C'est exactement ça. On ne nie pas la sanction, la peine est là. Mais au lieu que cette sanction soit synonyme d'une mise à l'écart, d'une rupture avec la société, on fait tout pour qu'elle soit le point de départ d'un retour préparé et réussi. Si on met tous les outils bout à bout, la modernisation du TIG avec TIG 360 degrés, la valorisation par le label PEPS, le coffre-fort IP Euro 360 degrés, et l'expérimentation ultime d'INSER, on voit bien une stratégie globale, cohérente, qui vise un seul but, faire en sorte que le temps de la peine ne soit plus jamais un temps mort. C'est une vision incroyablement ambitieuse et très structurée. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour aller un peu plus loin. Le modèle de la TGIP, tel qu'on l'a décrit, s'appuie beaucoup sur des partenariats avec des grosses structures, des grands groupes, des administrations, des associations nationales. Oui, c'est logique. C'est logique, c'est efficace pour avoir du volume. Mais je me demande si la prochaine étape,
Le défi suivant, pour une réinsertion encore plus fine, ce ne serait pas de réussir à tisser des liens avec le tissu économique hyper local. Je pense aux artisans du quartier, aux PME du coin, aux petites associations de la ville. Mhm. Comment faire pour que la sortie de prison ne soit pas seulement un retour à l'emploi, mais un véritable retour au sein de sa communauté, pour que le lien ne soit pas seulement professionnel, mais aussi humain et local?